Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Antoine Allard, je suis le délégué adjoint de Cap Digital. On est ravis de vous accueillir ce matin pour la présentation de ce rapport IA des Lumières de Francis Jutan. Juste quelques petites indications avant de rentrer dans le cœur du sujet. La conférence est filmée, diffusée sur la page LinkedIn de Cap Digital. Elle sera disponible en replay dès la fin de semaine. Et le rapport, vous avez tous normalement récupéré à la fois la synthèse du rapport et les 13 recommandations qui y sont formulées. Et vous pouvez télécharger simplement avec ce QR code, le rapport complet de 96 pages. On va essayer de faire relativement court, de tenir la séquence en 1 heure et quart pour avoir le temps d'avoir un moment de networking suite à la présentation. Et surtout, on tient aussi, puisque vous êtes très nombreux et on s'en réjouit aujourd'hui, à vous laisser la parole et à avoir une bonne séance de questions-réponses avec notamment Francis, l'auteur du rapport. Mais pour commencer, j'invite Charles Huot, président de Cap Digital, à me rejoindre pour le mot de bienvenue. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est plein. Bravo Francis, vraiment les stars, ça remplit la salle. C'est rare qu'on ait autant de monde. Quelle semaine de fou pour le monde de l'IA. Vous avez tous suivi ça, j'imagine, depuis les annonces du président dimanche jusqu'à... ça enchaîne, les news s'enchaînent de façon absolument dingue. L'idée d'inscrire la sortie de ce rapport juste pendant cette semaine où la France devient le centre du monde pour l'intelligence artificielle, c'est pas un hasard. Tout ça est mesuré, calculé. Merci à Francis d'avoir produit ce rapport et merci à l'ensemble des adhérents et membres du bureau de CAP qui ont travaillé avec Francis pour corriger, annoter, compléter le rapport. Je vois Françoise qui se cache derrière, la Françoise Préteux. Dans ce monde de fou où les annonces se succèdent d'un jour sur l'autre, où les milliers de GPU se succèdent avec les centaines de millions, avec les milliards de dollars, d'euros investis dans ce secteur de l'intelligence artificielle, où après les annonces du président américain il y a quelques semaines sur Stargate avec 500 milliards, le président Macron répond cette semaine avec plus de 100 milliards d'investissements en France sur ce sujet-là. Il fait du bien de temps en temps de se poser et de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la vision qu'on a en France et qu'on défend depuis longtemps, depuis les Acts ou toutes les réflexions qui sont menées, y compris ici chez Cap Digital, hein, sur une IA frugale, sur une IA éthique, sur un travail sur les données qui soient conformes à nos valeurs. Et c'est un peu ça, hein, qu'on va retrouver dans ce rapport, en plus des recommandations que Francis nous propose, c'est cette idée de comment ramener tout ce moment de folie et comment projeter ça dans les valeurs qui sont les nôtres et à travers ce magnifique titre qui a été choisi, l'IA des Lumières, et qui s'aligne bien sur les valeurs que le pôle de compétitivité Cap Digital et ses équipes et ses adhérents défendent depuis bientôt 20 ans, hein, c'est bientôt notre 20e anniversaire. Donc voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je vais laisser à Francis le soin de nous présenter ce magnifique rapport. Et je tiens aussi à remercier les équipes du pôle, notamment les équipes éditoriales qui ont travaillé sur la partie mise en page et édition de ce rapport qui est magnifique. Donc aujourd'hui, ce rapport était rédigé en français. Et ce que je disais à Antoine il y a quelques instants, c'est que si on veut poursuivre la diffusion de notre vision à travers le monde, maintenant qu'on est quand même positionné sur ce sujet-là, on va le faire traduire en anglais, puis on va le diffuser auprès de nos collègues depuis la Chine jusqu'au fin fond des plus États américains, pour diffuser cette vision de forme d'IA à la française ou IA européenne, mais enfin, IA des Lumières. Donc Francis, merci beaucoup pour ce travail, et puis je te laisse la parole. Après tout, c'est toi qu'on vient écouter ce matin. Merci Francis. Merci Charles. Bienvenue Francis.
Donc on l'a dit, hein, cet événement, il est organisé dans le cadre de l'AI Action Summit, il est même labellisé pour être tout à fait transparent avec vous. AI Action Summit, il se tient dans le cadre des Business Days de l'AI Action Summit, pour être tout à fait complet. Bon voilà, les annonces, on l'a vu, hein, elles se multiplient au fil des derniers jours, ça fleurit de partout. Moi, ce que j'aimerais te demander peut-être en préambule, pour essayer de bien comprendre, c'est quelle est la genèse de ce rapport, comment t'es venu l'idée de se pencher sur cette question et comment t'es venu ce titre effectivement si impactant, l'IA des Lumières. Oui, donc merci à tous et j'oublierai peut-être, mais Cap Digital a fait un travail énorme de production de ce beau rapport, y compris les images, le texte, la mise en page. Vous allez pouvoir, ceux qui l'ont déjà téléchargé s'en sont rendus compte. Donc ce rapport, son histoire, il a démarré les rencontres sur la souveraineté numérique à Saint-Malo en septembre 2023. Et j'ai rencontré Arnaud Ponce, qui est délégué général du think tank d'Outank Digital New Deal. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Et on a discuté, il avait fait un rapport sur l'IA de confiance en 2022. Ce rapport, évidemment, ne parlait pas des IA génératives, comme tous les rapports de l'époque, comme les AI Act au départ. Donc on s'est décidé et on s'est dit qu'il fallait travailler sur les IA génératives de confiance. Donc on a rencontré beaucoup de gens, merci à l'INRIA, Christophe Biandaki, avec une quinzaine de chercheurs. On a rencontré d'autres chercheurs de l'IMT, du CNRS, etc. Des industriels, des petites entreprises, des jeunes entreprises du domaine. Et on a commencé à écrire autour d'un certain nombre d'idées fortes que je vais vous présenter. Et puis à un moment, ce rapport a pris de l'ampleur, parce que le sujet le mérite, et on a décidé de faire deux rapports. Un rapport qui est sorti en janvier de 2025 par Digital New Deal avec le MEDEF, qui s'appelle IA générative, s'unir ou subir. Vous allez voir ce problème de l'union et ou subir. Et puis un rapport que j'ai porté sur l'IA des Lumières, et en octobre 2024, on a rencontré Cap Digital, et on a décidé de faire l'accouchement de ce rapport. Donc je vais vous le présenter brièvement, mais quelques idées. Pourquoi le titre IA des Lumières? Je fais de la prospective depuis longtemps sur effectivement ce qu'on appelle les métamorphoses, c'est-à-dire des mouvements très rapides de société qui s'effectuent à un moment. Et si on regarde comment s'est faite la métamorphose industrielle au début du 19e siècle, eh bien toutes les idées qui ont permis à la métamorphose industrielle de se faire ont été sorties dans le siècle des Lumières, sur le cadre économique, le cadre social ou sociétal et philosophique, sorties en Europe, en France, en Angleterre, en Écosse, en Allemagne également. Et donc, on est aujourd'hui dans une métamorphose numérique qui est largement entamée, mais qui s'est faite essentiellement sur la poussée de la technologie et des usages. Donc, on a un manque criant de cadre de construction pour une société des Lumières du XXIe siècle. Donc, c'est ce rapprochement que l'IA allait provoquer tout ça avec le cycle des Lumières qui nous vaut ce titre. Et juste un point, on est au milieu d'énormément d'annonces sur l'IA. Il y a des choses extrêmement intéressantes dedans. Il y a des milliards qui vont pleuvoir. Et l'idée aussi va être de qu'est-ce qu'on fait de ces milliards. Et tu évoquais les idées fortes du rapport avant d'atterrir sur les propositions. On a bien compris le cadre, le sujet de ce que doit être des IA des Lumières. Mais si on rentre un petit peu plus dans le détail, quels sont les axes structurants de ce grand thème que tu poses aujourd'hui ? Donc j'ai présenté quelques idées fortes plutôt que de dérouler le contenu du rapport. Et j'ai mis là quelques dates parce que dès le mois de janvier 2024, il y a une conviction forte qui est venue, c'est que la guerre pour la souveraineté doit être menée. On l'a perdue, je vais en parler un peu tout à l'heure, mais il faut la mener. Et donc il faut comprendre ce que sont les IA. Donc je dis que du point de vue scientifique et technologique, l'avenir est dans les IAG génératives, dont je vais parler essentiellement aujourd'hui, mais pas que, qui soient diversifiées, spécialisées, de taille raisonnable et évolutive. C'est cette idée-là face à une fuite en avant que nos amis les GAFAM étaient en train de faire avec des centaines de milliards de paramètres, etc. Et on sait qu'au bout d'un moment, du point de vue scientifique, la théorie de l'information, les résultats de mathématiques appliquées montrent qu'au bout d'un moment, on y voit de moins en moins. C'est plus parce qu'on augmente la taille que ça va être meilleur.
La consommation d'énergie est explosive, c'est au moins avec le carré des tailles, et peut-être même le cube pas loin, pour l'apprentissage, mais aussi les usages. Et donc, il existe des alternatives à la brute force automatique d'apprentissage indifférencié. Donc, scientifiquement, il peut y aller, c'est le début quelque chose aujourd'hui. Donc, il faut travailler sur la qualité des jeux de données. Il faut travailler sur des apprentissages structurés, organisés, diversifiés, pas forcément en un coup. Il faut travailler sur l'opération de réponse, d'inférence, avec ce qu'on voit apparaître, des partitions, l'usage avec d'autres outils de traitement de l'information, qu'on appelle aussi le RAG, et on va aller vers une mise en réseau des IAG. Il faut travailler sur la frugalité, évidemment, pour effondrer les coûts d'apprentissage, de développement, la consommation. Tout ça, il faut travailler à la diminuer, bien sûr. Et pour ça, il faut travailler aussi. Il ne suffit pas d'avoir des super processeurs qui calculent très vite. Il faut savoir les utiliser, travailler sur l'implémentation de tout ça. Donc, la bonne nouvelle, on avait Mistral quand j'ai commencé. Aujourd'hui, il y a DeepSeek qui est sorti. Ça veut dire que le jeu est ouvert pour la compétition. Le jeu est ouvert au niveau français et européen. Donc, c'était la première idée. On a perdu une bataille, mais pas la guerre. La deuxième idée, c'est que les IA génératives, c'est de la technique aussi, de la science de la technique, mais c'est aussi une rupture épistémologique qui ouvre la voie à la maîtrise de la complexité. C'est donc une idée forte parce qu'on en a besoin aujourd'hui. Donc si on regarde la genèse des IA génératives, c'est venu de beaucoup de travaux sur le traitement automatique des langues naturelles, le TALN, l'apprentissage, le learning, la maîtrise de très très gros réseaux de neurones, le deep learning, et aussi beaucoup de talent, d'audace, de financement, apporté par les GAFAM pour résumer, avec pas mal d'ailleurs d'ingénieurs et de chercheurs français qui étaient dedans. Mais si on regarde réellement ce qui se passe, c'est qu'on est en face d'une vraie rupture épistémologique, cognitive. Ça veut dire on a ouvert une nouvelle façon de traiter l'information. Puisqu'on ne va pas travailler sur l'information directe, mais sur l'espace de modélisation statistique de l'information qui sont dans des grands corpus de données. Ça veut dire qu'on a ouvert un nouvel espace dual de l'espace dit sémantique, c'est-à-dire du sens, qui est l'espace statistique. Et à chaque fois qu'on fait une rupture de ce niveau, quand on fait ondes et corpuscules, quand on fait temps et fréquence, quand on fait réel et imaginaire, on ouvre de nouvelles capacités. Et ça, c'est extrêmement important à comprendre parce que ça explique tout. Ça explique qu'on a des difficultés de passage de l'un à l'autre. Si on veut utiliser un espace statistique, il faut suffisamment de données pour le faire. Si on passe de l'espace statistique à l'espace sémantique, eh bien on va commettre des erreurs, il y aura des hallucinations, etc. C'est normal. Donc il faut effectivement savoir utiliser, apprivoiser cela. Et on n'est qu'au début de l'utilisation des espaces statistiques. On va pouvoir faire des traitements symboliques et autres comme on fait dans l'espace sémantique. Donc c'est un nouveau continent qu'on est en train d'ouvrir. Donc la guerre n'est pas finie au niveau économique, mais au niveau scientifique, bien sûr, non plus. Ensuite, ça tombe à point comme souvent. On a avec ces IA génératives, un outil de maîtrise de la complexité. On peut accéder à des très grands volumes d'informations. De façon érudite, ça veut dire qu'on ne comprend pas l'information, mais on y a accès. On peut effectuer des synthèses automatiques à la demande, à des vitesses qui ne sont pas humaines. Et on peut échanger en langage naturel. Donc là, on a un nouvel outil très important pour s'affronter à la complexité. Je dis dans le rapport que la simplification, on y arrivera. Il faut de la simplification pour éviter les complications, mais par contre, il faut des outils pour affronter la complexité et l'utiliser. Donc la magie de tout cela, c'est que les IA génératives, c'est un outil de transcodage des connaissances ou des contenus créés par les humains, pour les humains. Ça va être l'enchaînement avec la troisième idée force qui est que l'IA forte, dont on vous parle de temps, est un horizon. Pourquoi un horizon? D'abord, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est une projection technologique de l'intelligence humaine. Ce n'est que de l'intelligence humaine qui utilise la technologie pour amplifier sa puissance et pour aussi se faire un peu miroir. On pourrait y revenir. Dans l'histoire de l'IA,
Je mets une histoire cybernétique parce que c'est dans ce monde qu'est né le vocabulaire d'intelligence artificielle. On a d'abord utilisé des maths avec l'informatique des algorithmes, de l'apprentissage, et on a fait ce qu'on appelle de l'IA analytique. Ensuite, on a travaillé sur les connaissances humaines, des langages logiques qui permettaient de les traiter. On a développé les systèmes experts qu'on appelle parfois l'IA symbolique. Ensuite, on a commencé à utiliser les réseaux de neurones, c'était donc du neuromimétique, hein, on a mimé l'humain, pour utiliser l'avantage des réseaux de neurones, ce sont des modèles paramétrables quasi universels. Donc on peut apprendre des données, des connaissances avec les réseaux de neurones, c'est l'IA neuronale. Et avec l'IA générative, on a associé les statistiques et l'IA neuronale, et ça nous a donné ces magnifiques outils. L'avenir donc de l'IA est très prometteur, il est ouvert, il est diversifié, on peut faire un tas de progrès, hein. On peut associer les formes d'IA ensemble, hein, on peut les composer, les mettre en réseau, on peut développer leur interaction avec les systèmes d'information elles-mêmes, hein. C'est ce que les gens appellent des fois le LAM, et puis surtout on va continuer à trouver de nouvelles idées, de nouvelles projections de l'intelligence humaine dans l'intelligence artificielle. Donc on va travailler sur des mémoires associatives, sur des mémoires régénératives, on va travailler sur des modèles organiques, hein, des modèles du vivant. Donc l'IA, l'histoire de l'IA est loin d'être finie. L'IA générative, c'est pas la fin. Donc du coup, l'IA forte, c'est un horizon. C'est-à-dire à chaque fois qu'on progresse en IA, en intelligence artificielle, on augmente le potentiel de l'intelligence humaine. Donc l'horizon de cette IA forte qui dominerait l'intelligence humaine, il est repoussé de chaque fois. Alors pourquoi on en parle tant ? Il y a des imprécateurs qui en parlent, et je dis toujours, il y a des fois, il ne faut pas, quand le doigt montre aller la Lune, il y a des fois, il faut regarder la Lune, il y a des fois, il faut regarder le doigt pour savoir pourquoi ils le font, quoi. Donc c'est une façon de dévier un certain nombre de débats, et je dis ce qu'il faut plus craindre, ce non pas qu'une IA forte domine l'humain, mais que des hommes qui utiliseraient l'IA pour soutenir, dominer d'autres hommes, c'est plutôt ça qu'il nous faut regarder en face. Idée forte suivante, et elle est importante. Voilà. Donc, au-delà de ChatGPT, ça a été une déflagration, hein, puisque tout le monde peut l'utiliser. Donc, ça a été vraiment un coup de tonnerre. Pardon. Mais l'enjeu, le vrai enjeu maintenant, ça va être la mise en œuvre dans l'économie des entreprises et des administrations, qui sont aussi des formes d'entreprises. Pourquoi ? Parce que les IA génératives vont réellement transformer le travail, vont transformer l'entreprise. Elles vont d'ailleurs transformer les tâches, hein, avec des outils d'assistance, d'enrichissement de postes. Elles vont restructurer les processus et les métiers. Du coup, elles vont transformer le management des entreprises. Elles vont demander un énorme travail d'intégration de ces IA dans les process, dans les systèmes d'information, travailler sur l'ergonomie d'usage de ces IA, avec l'introduction des agents intelligents. Et elles vont demander, et ça c'est à prendre en compte, de nouvelles compétences et de nouveaux métiers. Si bien qu'aujourd'hui, savoir quel est l'impact sur l'emploi n'est pas quelque chose de simple, hein. Il y aura des tensions sur l'emploi, c'est sûr, des tensions sur les compétences nécessaires. Il va être un point qui va être extrêmement important, c'est la confiance qu'on va mettre dans les IA et les niveaux de délégation, hein, dans l'usage des IA. Il y a des questions très ouvertes. Est-ce qu'elles vont en fait libérer ou au contraire asservir les personnes, les postes de travail ? Ça va dépendre. Et surtout, on ne se pose pas assez les questions, mais derrière l'utilisation de l'IA, il y a des infrastructures, et il y a des gestions de cycles de vie et de vagues d'IA. Je travaille avec quelqu'un de BNP Paribas, sur Laurent Pavillon, sur effectivement comment introduire, je pose les questions, comment introduire l'IA au fond dans la banque. Eh bien, il y a des problèmes très importants de cycle de vie, d'investissement à traiter. Donc, ça ne peut pas se faire à la légère. Donc, la conclusion de cette idée forte, c'est face à la profondeur et à la vitesse de transformation des IA, les entreprises ne peuvent pas et ne doivent pas y aller seules. Sinon, elles vont être en rase campagne, elles vont être quelque part soit manipulées, soit elles ne vont pas voir ce qui se passe. Donc, il y a une des propositions fortes qu'on fait, tout comme on a fait dans l'industrie, l'Alliance pour l'industrie du futur, il faut faire une alliance pour l'IA du futur. Il faut aussi
parce qu'on parle beaucoup de financement, mais vous voyez que ces milliards, c'est des milliards qui sont pour le moment potentiels, ils vont arriver. Ils peuvent être aussi de nature, du point de vue de la souveraineté, ils peuvent être américains, ils peuvent venir d'un tas de pays. Donc il faut aussi mettre en place des mécanismes vertueux de financement de l'offre par la demande. Et si nos entreprises ne comprennent pas ça, elles vont s'en mordre les doigts un jour parce qu'elles le paieront très cher financièrement. Et il faut aussi évidemment aider PME et ETI dans leur transition, on y reviendra. Donc ça, c'était la 4e idée force. Il y en a encore 3. Ouais, merci. Donc, on est devant une transformation très en profondeur, qui va mettre du temps, mais qui est très en profondeur. Donc, il y a un écosystème et il faut organiser la puissance coopérative de l'écosystème, du numérique et de l'IA. Donc, pour que cet écosystème soit au niveau français, européen, performant et compétitif. L'IA, ça s'appuie sur toute la chaîne de valeur du numérique, hein, des composants, des équipements, des télécoms, des applicatifs, du cloud. Hein. Et c'est un domaine sur lequel, globalement, en France et en Europe, on est en situation de quasi-vassalisation. On ne fabrique pas de terminaux, c'est sûr. En télécom, on a un équipementier européen. On a encore des opérateurs de télécom puissants, parce que les marges sont moindres. Sur les applicatifs et le cloud, on est vassalisé. Donc, c'est le moment, il faut réagir. On a chez nous quelques entreprises de taille mondiale et on a un tissu de start-up, de PME et de TI innovantes. Donc, il va falloir travailler avec celles-là. Et sachant que la compétition va porter sur l'offre d'IA générative ou d'IA, mais aussi des solutions de mise en œuvre. Donc, cette organisation de puissance collective, elle va passer par la création de consortiums solutions, j'appelle cela comme ça, sur la chaîne de valeur. Déjà en France, il y a quelques entreprises qui se sont mises ensemble pour dire, dans ces domaines, eh bien, on va conjointement offrir des solutions. On ne va pas faire des GAFAM chez nous. On n'a ni les moyens actuellement, ni le temps. Par contre, on peut faire des consortiums performants. Il faut travailler, on a énormément de PME, ETI, start-up innovantes, il faut travailler à faire une syndication au niveau européen pour qu'elles puissent continuer à développer et leurs compétences et leur marché. Il faut travailler au niveau européen pour ouvrir le marché, on va en parler tout à l'heure. Il faut une régulation ouverte, mais qui soit ouverte à l'innovation, à l'expérimentation, je dirais responsable. Ce n'est pas les innovateurs contre les précautionneurs, ou etc. Il faut effectivement pouvoir expérimenter, mais de façon responsable. Il faut aussi, les Américains ont des capacités de défendre leur marché. Ça s'appelle le Buy Act ou un autre sujet, parce qu'ils ont plusieurs lois là-dessus. Il faut que les entreprises disent, certes, on n'a pas d'obligation, mais il faut qu'on utilise nos moyens pour faire une partie au moins de nos achats français et européens. Ça va être très très important comme moyen de financement. L'Alliance, j'en ai parlé. Et il faut aussi que les entreprises puissent travailler avec les laboratoires autour de défis pour faire de l'accélération. On l'a fait dans compression d'images il y a une trentaine d'années, peut-être oui, enfin, au moins là. Je crois qu'il faut faire travailler très vite les entreprises et les labos ensemble. Idée force suivante, merci. Et cette idée force qui me fait passer finalement d'un rapport confiance pour les entreprises à un rapport éthique, c'est l'idée qu'on a énormément de besoins éthiques dans une métamorphose d'ensemble de la société et d'une rupture écologique systémique auquel on doit faire face. Donc, je dis ça sur le fait que l'IA, c'est une rupture ontologique pour la société. Elle transforme, on a une transformation en profondeur des usages et de l'économie. On a une transformation en profondeur, on ne la voit pas encore pour l'économie, mais ça vient. On a une transformation en profondeur sur la création et la transmission de connaissances. On va avoir une transformation en profondeur du travail collectif, pour l'entreprise, mais aussi dans la société. Et on a, ce qui me fait utiliser le terme ontologique, on va travailler, on va transformer l'individuation qui est héritière de la société, de la société de l'industrie et des services. On va aller vers des phénomènes de transindividuation que les outils numériques favorisent.
Et puis, on opère dans un cadre écologique qu'il faut penser sous les deux sens, hein, PEN et PAN, et qu'il faut régénérer. Donc on est devant nous, on a à faire face à une complexité très forte en termes de changement des processus, en termes de vision à définir, en termes d'imaginaire pour créer ce futur, et aussi sur la problématique du sens qui remonte notamment de nos étudiants dans les écoles d'ingénieurs ou en université. Donc, on a un grand besoin de développement et de pilotage éthique. Alors éthique, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Je me suis essayé à le préciser un peu. On a différents niveaux d'éthique. On a l'éthique des personnes, hein, la vie privée, la privacy comme on dit, les identités numériques, les usages. Dans le numérique, on a de l'éthique des personnes à travailler. On a aussi l'éthique de la société, la confiance dans les acteurs et dans les régulateurs. Quand vous signez quelque chose avec une grande entreprise du numérique, vous ne savez pas toujours si vous pouvez avoir confiance dans ce qui est écrit. Ces problèmes de la confiance est vraiment très important. Et plus la société se complexifie, plus on dépend des autres, plus la confiance est un point clé. Ensuite, il faut aussi travailler à une éthique du temps long. Les grandes éthiques des changements civilisationnels, ce qu'on appelle parfois, oui justement, la grande éthique, que les philosophes appellent la grande éthique. Donc on a ces différents horizons de temps. Mais aussi, on a différents types d'actions, parce qu'une éthique sans action, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, on a au moins 3 niveaux de travail. Il y a un niveau de travail sur ce qu'on pourrait appeler le niveau moral, le comportement des personnes et des entreprises. Je ne mens pas, je dis la vérité, j'ai des formes de transparence, etc. On a aussi une éthique sociétale, de type sociétal, qui est de dire, quand je fais quelque chose, quel va être l'impact immédiat sur le présent ou l'impact sur le futur. C'est un deuxième niveau. Et le troisième niveau, qui est presque le plus critique aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, c'est effectivement le niveau de l'éthique politique au sens de résolution d'intérêts et d'injonctions contradictoires. Le travail du politique, c'est ça. Le vrai travail éthique, c'est arriver à mener ces résolutions avec un tas d'injonctions contradictoires. Je consomme du numérique pour regarder des séries, ou je consomme du numérique pour faire de la recherche, ou je consomme le numérique pour faire autre chose. On a de très gros problèmes éthiques à résoudre pour le futur. Et dernière idée, merci. Si on prend la conclusion de tout ça, il nous faut une IA pour la société des Lumières, c'est-à-dire penser et développer l'IA pour une société des Lumières, agir pour une civilisation des connaissances et de la coopération, qui est caractéristique de ce grand changement auquel on a à faire face, écologique et humainement responsable. Donc c'est un chantier énorme, et il faut travailler là-dessus sur au moins 4. Il y a un tas de chantiers à ouvrir, mais j'en ai identifié 4. Le premier, c'est l'économie du quaternaire. En fait, vous connaissez tous, économie secondaire, industrie, services ternaires. Et en fait, les grandes plateformes, c'est de l'économie de services numériques, hein, qui profitent de failles de marché, qui ont profité de failles de marché pour se développer. Mais ce n'est pas l'économie du quaternaire. L'économie du quaternaire, c'est celle qui va associer données et coopération autour de ces données. C'est celle qui va associer économie de la contribution et de la mutualisation. Donc là, on a effectivement, j'en profite pour faire de la publicité à une chaire de l'IMT numérique sur l'économie des communs de données. Aujourd'hui, on n'est pas prêt à coopérer. Et beaucoup d'expériences de coopération butent là-dessus. Le deuxième point, excusez-moi. Le deuxième point, c'est qu'il faut effectivement coopérer, et pour coopérer, il faut développer des outils. Il faut outiller par l'IA la coopération, accès aux données, élaboration collective. Et c'est à ce prix qu'on va faire des progrès dans la démocratie, qui est plutôt en danger, la démocratie élaborative, pour développer des consensus, gérer nos dissensus, faire de la clarté sur les arbitrages. Si vous pouvez utiliser des IA génératives qui sont bien apprises, eh bien vous allez pouvoir partager l'accès à un certain nombre d'informations, développer, proposer des solutions, échanger autour de ces solutions. Il y a aussi un point très important, parce que le principe de la complexité, c'est qu'on est obligé d'administrer, que l'administrer peut devenir asphyxiante. Donc il faut changer aussi notre fusil d'épaule, avoir de l'auto-administration de règles
hein, et de la responsabilité des mises en œuvre de ces règles, et pour les connaître, l'IA générative peut nous aider. On peut ici mettre des outils de confiance plutôt que des outils de contrôle. Troisième point important, évidemment, c'est la géopolitique des ressources et des richesses. Donc effectivement, il faut comprendre les dynamiques écologiques. Il y a énormément d'informations. C'est très très difficile à comprendre comment l'écologie fonctionne. Et il faut développer aussi des consciences éco-responsables. Et là encore, les IA génératives pourront nous y aider. Il faut aussi, et c'est plus complexe, la solution, je pense, n'est pas dans réaliser des entités de plus en plus grandes, de plus en plus uniformes, rendues uniformes par des règles, etc. Ça, c'était la société industrielle d'optimisation par la compétition. Il faut effectivement développer des points de souveraineté, de responsabilité multi-échelle pour construire un tissu solide et efficient et derrière lesquels les gens puissent s'engager, avoir confiance. Quatrième point, le sens et l'engagement. Il faut donc travailler à ce qu'il y ait une inscription individuelle dans les actions collectives. C'est pas évident quand on a surexposé, suravantagé l'individuation. Moi, centre du monde, centre des services numériques, centre de tout ça. Et deuxième point, il faut faire travailler non pas sur le partage de richesses, mais sur le partage de la création de richesses, qui est vraiment le point clé, là encore, pour éviter un certain nombre d'asphyxies autrement que il faut créer plus de richesses, mais il faut que tout le monde puisse en créer, ce sera la meilleure façon de les partager. Donc ça, c'est un vaste et noble programme. Il faut pour ça, si on veut aller vers cela, il faut qu'on reprenne le contrôle de la trajectoire numérique. On l'a perdu, c'est clair. On va essayer, on se débat, on va mettre des milliards, etc., mais on l'a perdu déjà pour l'essentiel, il faut reprendre le contrôle. Pour reprendre le contrôle, il faut reprendre le contrôle du moteur technologique, de l'IA et du numérique. On a les capacités de le faire, il faut le faire. Ensuite, il faut reprendre le contrôle des usages, parce que l'utilisation, le développement du numérique qui est faite favorise un certain nombre d'usages, ce n'est pas forcément les usages dont la société a besoin. Donc il faut penser les usages, leur utilité, leur évolution. Il faut ensuite se donner des valeurs et des dessins, parce que pour le moment, on a un moteur qui pousse la technologie. On n'a pas de volant. Il faut se créer les volants, mais il faut savoir où on veut aller collectivement. Donc il faut penser ces nouvelles valeurs et ces dessins. Et puis il faut se donner des boussoles pour naviguer, parce que le monde est complexe, on est au milieu d'un tas de changements, il faut se faire ces boussoles. Donc voilà, je ne vous ai pas décrit le rapport, mais je vous ai décrit les idées forces qui, quelque part, articulées, vont donner le contenu des rapports que vous aurez le plaisir de lire. Merci beaucoup Francis. On reviendra après sur les propositions d'action qui sont formulées dans ce rapport, mais on voulait aussi souligner le fait qu'on a, autant que faire se peut, essayé d'associer nos adhérents au travail que tu as fait et apporter des éclairages, des contributions sur le rapport. Alors, on ne pouvait pas donner la parole à tous les membres de la gouvernance de Cap Digital qui ont participé aux travaux au cours des derniers mois pour aider à la finalisation de ce rapport, mais on a proposé à Benoît Maujean, qui est membre du conseil d'administration et du bureau exécutif de Cap Digital et Head of Research de Technicolor, de venir nous raconter du point de vue des entreprises ce qui est en train de se passer, quels sont déjà les bouleversements qu'on observe, et comment est-ce que, j'ai envie de dire, ce concept, cette IA des Lumières, elle s'incarne ou non dans ton travail au quotidien. Merci Antoine, merci et bravo à Francis pour ce travail considérable, je crois qu'il faut le souligner. Alors moi j'ai tout de suite aimé le titre, l'IA des Lumières. D'abord parce qu'il exprime son ambition, clairement, et puis on voit bien qu'il cherche à nous motiver pour trouver ensemble cette fameuse troisième voie française et européenne dont on parle beaucoup ces jours-ci, entre les démarches pas toujours très démocratiques qui se passent à l'Est et à l'Ouest, et qui ne sont pas toujours très conformes à cette intelligence collective qu'on trouve chez Cap Digital, justement, pour réunir la recherche et l'industrie. Donc, alors, réfléchir ensemble à comprendre les impacts de cette technologie,
mesurer les contraintes, surtout mais surtout agir. Je pense à toi, Carlos, surtout agir pour faire que cette technologie reste le bras armé du progrès, parce que ça, je pense que c'est assez important. Donc ce matin, pour moi, c'est effectivement d'éclairer ça avec ce qui se passe au niveau des industries culturelles créatives, d'autant que c'est un peu le socle de base de Cap Digital, et surtout parce qu'on voit que les industries culturelles créatives sont de plein fouet donc frappées par cette révolution qui a des impacts au niveau technologique, au niveau créatif et aussi au niveau juridique. Alors moi je pense qu'il est important de distinguer, et ça fait un peu écho à ce que tu viens de dire Francis, dans les industries culturelles créatives, les deux grandes familles, on va dire, qui ont justement un impact sur nos industries. Donc il y a l'IA analytique et l'IA générative. Alors beaucoup d'entre vous ont joué avec ces technologies. Dans nos industries culturelles et créatives, ce qu'on appelle IA analytique, c'est d'automatiser le traitement donc des données de certains processus manuels, fastidieux, grâce à une analyse intelligente des données en entrée. Alors pour donner des exemples concrets, c'est par exemple augmenter la résolution d'une image, la rendre plus nette, débruiter une image, générer automatiquement des masques. Donc on voit bien là que l'enjeu, c'est d'avoir plus de productivité et en même temps, voire même augmenter la qualité des résultats obtenus. Ce qui est assez frappant, c'est qu'on ne cherche pas simplement à faire aussi bien, mais à faire mieux. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que avec l'IA analytique, on ne change pas la propriété intellectuelle des éléments qui sont manipulés. En fait, le débruitage d'une image ne fait pas apparaître tout d'un coup une bouteille de Coca-Cola. On suit toujours cet exemple. Le détourage automatique d'un personnage ne fait pas... La propriété intellectuelle est la même, on va dire, au niveau des sorties. Et contrairement, on va voir après ce qui se passe avec l'IA générative. Donc il n'y a pas ces fameux risques donc de contrefaçon ou d'usurpation qu'on voit justement dans l'IA générative. Alors ces gains de productivité, bon, pour nous, sont une opportunité, mais on voit bien que l'évolution de ces processus de fabrication, à terme, vont provoquer la disparition ou la réduction de certains métiers et aussi chambouler, ça c'est important je pense de le signaler, chambouler l'intégration de nos juniors qui jusqu'à présent étaient intégrés dans nos entreprises en justement faisant ces petites tâches manuelles mais qui participaient, on va dire, à leur compagnonnage, à leur intégration dans les entreprises. Donc là, et c'est bien que le rapport le signale, l'importance de l'évolution des formations sous toutes ces formes, comme le souligne très très bien le rapport. Alors l'autre catégorie des IA donc dans les industries culturelles et créatives, et là je pense que beaucoup plus d'entre vous ont joué avec ça, c'est l'IA générative, cette fameuse IA générative qui facilite la création d'une grande diversité d'images et de sons à partir d'un texte ou voire en complément d'images ou de sons de référence. Alors le recours à un prompt, ça peut s'avérer en fait très lourd parce que le langage humain en fait, est une espèce de compression ou de contraction de la complexité qui vise à décrire une démarche artistique. Et les modèles implicites aussi sont une espèce de simplification. Donc on voit bien là que c'est une opportunité parce que ça élargit la palette créative, mais il y a le revers de la médaille justement, c'est qu'on constate quand même un manque de directabilité, un manque de direction artistique qui est assez criant. Et ça, bien sûr, c'est lié au côté aléatoire des IA génératives qui ne permettent pas toujours de contrôler dans le temps et dans l'espace ce qu'on veut justement imprimer aux données qui sont en entrée. Mais le risque le plus critique, et celui qui là fait beaucoup débat tant au niveau des productions que des artistes, c'est le problème donc, de la gestion de la propriété intellectuelle en entrée comme en sortie de ces fameux systèmes d'IA générative. Donc d'un côté par rapport aux données d'entraînement, donc en entrée, avec l'utilisation non déclarée des œuvres qui ont servi à entraîner ces modèles, et de l'autre part, en sortie des images créées, puisque là, est-ce que la question essentielle, c'est est-ce qu'une intervention humaine créative est suffisante pour qu'on puisse bénéficier de droits d'auteur, et donc que le contenu généré par l'IA générative est bien le fruit d'une création originale. C'est un grand problème. Donc même si, on va dire, la réglementation et les notions de propriété intellectuelle diffèrent en Europe et aux États-Unis, on voit bien qu'il est important de mettre en place, et là pour moi c'est une leçon qui est assez
essentiel de mettre en place une certaine transparence sur l'origine de la création de ces contenus et d'installer cette fameuse confiance dont parlait Francis entre les différents acteurs, qu'ils soient consommateurs ou qu'ils soient créateurs de ces contenus générés par l'IAG. Et moi je pense qu'en fait le mot-clé, le mot un peu valise mais que je veux mettre en avant, c'est la traçabilité. En fait la traçabilité donc, des données en entrée comme en sortie, les sorties des uns pouvant être les entrées des autres d'ailleurs, donc c'est souvent ça, pour en fait définir à minima les modalités d'une rémunération de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, comment on peut s'adresser à ça? On peut citer par exemple l'apparition de standards qui sont proposés par un certain nombre d'industriels ou d'éditeurs, notamment Adobe, Intel, Microsoft, mais aussi l'AFP, la BBC, la New York Times. Donc ce standard, c'est le Content Authentic Initiative, qui permet de garantir la provenance et l'authenticité des contenus tout au long de leur cycle de création, d'édition et de diffusion. Donc ça se présente sous forme d'une boîte à outils open source pour insérer des métadonnées aux différentes étapes de création ou de modification de ces médias. Et ces données peuvent être intégrées soit dans un référentiel de confiance, par exemple sous forme d'une blockchain, ou dans le média lui-même. Il y a d'autres exemples, mais je pense que c'est un exemple important parce qu'on justement, déjà, on voit qu'il repose sur un standard qui est open source et qui est partagé par la fois par des créateurs de contenu, mais aussi des éditeurs. Et on sait d'ailleurs dans le domaine de la communication, puisqu'on répartit souvent les industries culturelles et créatives en divertissement et communication, dans le domaine de la communication, la démocratisation de l'IA générative est le risque essentiel. Le plus important, je pense, c'est d'accroître la toxicité des réseaux sociaux, clairement, avec la prolifération des deepfakes, mais aussi les problèmes de cybersécurité avec l'usurpation d'identité. Donc même si on parvient à réguler, et on va peut-être le faire, le contrôle a posteriori aura toujours un coup de retard par rapport aux effets immédiats que sont la diffusion de fausses informations ou l'utilisation d'une fausse identité. Donc en résumé, moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est de mettre en place ces standards et ces bonnes pratiques pour nous assurer cette fameuse traçabilité des données en entrée comme en sortie, afin de nous permettre donc de garantir la transparence, la confiance et la collaboration entre les différents acteurs, consommateurs et créateurs de ces contenus, garantir l'authenticité des informations au niveau notamment de la communication, que ce soit les informations ou les téléconférences, etc., et garantir la rémunération de tous les acteurs sur la chaîne de valeur. Merci beaucoup Benoît pour cette synthèse. Donc on retient bien IA éthique, confiance, collaboration, open source. Il y a toute une partie dédiée dans ton rapport également, Francis, à la question de l'open source, mais pas que, du share source également, qui est important et qui est effectivement une garantie de cette capacité à porter plus de transparence, de suivi et d'ouvrir d'autres voies pour les schémas de monétisation en entreprise. Avant de passer aux questions, je voudrais peut-être qu'on aille sur la synthèse du rapport et les propositions qui y sont liées, 13 propositions qui ont été formulées en lien avec la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. C'est un peu l'atterrissage, si je puis dire, de ce rapport. Oui, c'est l'atterrissage de ce rapport, pas de la stratégie nationale. Donc, pour cette conclusion, eh bien, je vous ai gardé une dernière petite idée force, la 8e, c'est qu'il faut qu'on fasse de la prospective d'un changement qui est un changement civilisationnel. Et pour cela, il faut reprendre en main au présent la souveraineté française et européenne. Pas une souveraineté dominante, mais une souveraineté pour être libre de choisir, de faire et de choisir, qui est le vrai sens pour moi de la souveraineté. Donc pour ça, deux horizons. Un premier horizon qui est une philosophie de la coopération versus la philosophie de la concurrence qui a donné naissance à la société industrielle et des services. Au niveau des sciences et de la technologie, on est déjà largement dans ce domaine parce qu'il y a beaucoup de partage de résultats scientifiques. Donc il faut des ressources et des accès structurés aux résultats qui laissent ouverts, pas forcément tous les résultats ouverts. La coopération, c'est pas forcément tout le monde, tout est ouvert, parce que quand tout est ouvert, il y en a qui prennent, il y en a qui donnent, etc. C'est un peu plus compliqué. Deuxième chose, l'économie et l'entreprise, donc pouvoir agir sur les externalités, donc les externalités positives. Ensemble, on fait des choses, c'est plus efficace, c'est plus frugal.
ou négative parce qu'il y a des dégâts, il y a des consommations de ressources, et il faut qu'on organise cette consommation de ressources qui pour le moment est très libre, très ouverte dans la société de la concurrence. Et il faut travailler sur la mutualisation. Troisième point, il faut qu'on oriente l'IA pour cela, et qu'on note pas l'IA forcément pour des services qui ne sont pas forcément des services qui vont nous permettre cette société de la coopération. Pourquoi on fait, pour qui, on peut avoir des approches de marketing partagées, quels sont les vrais besoins d'eux. Entreprendre et innover avec la boussole du progrès. J'écoutais Étienne Klein qui disait que grosso modo, c'est pas parce qu'on innove que l'on progresse. Par contre, le progrès peut être source d'énormément d'innovation. Et puis, effectivement, un choix d'usage intégrant systématiquement la gestion responsable des ressources, qui est un point clé. Pour mener ce combat, il faut être capable, effectivement, de mener aujourd'hui le combat de la souveraineté française et européenne. La première chose que j'ai retirée de ce rapport, c'est que ce qu'on appelle les GAFAM, pour aller vite, sont extrêmement puissants, ils sont innovants, ils ont des moyens, ils ont des motivations, ils ne s'attardent pas forcément trop sur les aspects éthiques si ça les empêche d'avancer. Donc on ne peut pas les affronter en race campagne aujourd'hui. Alors que peut-on faire? Eh bien on peut développer, on peut les contenir en développant nos compétences. Donc il y a énormément d'entreprises qui développent des compétences, il y a des Mistral, il y en a d'autres, etc. Il faut développer les compétences pour, j'allais dire, être en vie et garder les capacités. Deuxièmement, il ne faut pas refaire l'erreur, comme le suggère peut-être le rapport Draghi, qui dit, grosso modo, on a perdu sur les IA, donc il faut investir beaucoup d'argent dans leur utilisation dans les entreprises, par les entreprises. Il n'a pas tort sur ce volet, mais il ne faut pas qu'on recommence, et je ne pense pas qu'on en prenne le chemin avec toutes les annonces qui ont lieu, il ne faut pas qu'on reprenne le chemin de les usines de l'IA seront ailleurs. Parce que si on ne contrôle pas les usines, au bout d'un moment, on perd le contrôle, on l'a montré. Ensuite, il faut effectivement développer ces entreprises, ce tissu d'entreprises du quaternaire. Parce que faire de la coopération autour des données, la dynamique de l'entreprise, ça change complètement la nature des entreprises. Et par rapport à des entreprises comme les GAFAM hyper puissantes, il faut développer un autre tissu d'entreprises qui vont permettre aux entreprises de partager leurs données sans les donner aux grandes IA. C'est capital. Ce point-là est capital. Donc il faut travailler ces fameuses entreprises de la coopération autour des données, des entreprises du quaternaire. Il faut créer un cadre de confiance autour des données. Donc pour ça, il faut l'avoir travaillé, analysé. Donc c'est commun et bien commun. Il ne faut surtout pas commettre l'erreur de confondre bien commun et commun. C'est une erreur qui nous emmène dans un cul-de-sac. Donc il faut vraiment travailler ça. Et travailler aussi sur les valeurs universelles. C'est la force de l'Europe, mais universelle et sur les différences culturelles. Si on aplanit les différences culturelles, on laisse un endroit où vont se développer des choses qui ne seront pas bonnes. Donc il faut que ces valeurs universelles soient là en appui. Les valeurs culturelles, c'est ce qui donne de la texture à l'universel. Donc travailler de la texture, de la diversité, de la robustesse et surtout des capacités d'évolution. Parce que lorsqu'on arrase, quand on unifie, on perd des capacités d'évolution. On commence à avoir compris dans l'écologie, il faut le comprendre aussi dans l'économie. Et il faut faire de la prospective. On en fait très très peu, les entreprises commencent à revenir, faire de la prospective pour penser les avenirs et situer les urgences. Donc tout ça, ça nous a amené... Hop, est-ce que ça repasse? Voilà. Ça a amené ce que j'appelle la matrice d'action pour l'IA des Lumières qui nous ont permis, après les analyses, de générer un certain nombre de propositions. Il y a une colonne, c'est action. C'est primordial, ces actions. Pour les mener, il faut quelque part avoir une dynamique du ressort, des forces. C'est la gauche, c'est le we can. J'ai pensé à notre ami Obama qui disait « yes, we can ». Ensuite, il faut que ces actions utilisent des vecteurs. Et ces vecteurs nous amènent le résultat à un but. Par exemple, pour coopérer, il faut se persuader que l'on peut, we can. Et si on l'a compris, à ce moment-là, on coopère, on va utiliser le vecteur de la compétitivité pour arriver à de la souveraineté.
Ça, je pense qu'en France et en Europe, on l'a compris, et c'est sur la coopération elle-même qu'il faut travailler. Compétitivité, ok, souveraineté, yes we can, il faut coopérer. Si on prend l'exemple de l'organisation, pour s'organiser, il faut le vouloir, c'est le we want. Et cette organisation va nous permettre de faire de la régulation qui va nous amener à la confiance. Troisième ligne, pour mutualiser. Pour mutualiser, il faut avoir envie de partager, le we share. Et cette mutualisation, elle nous apporter cette efficience qui va nous amener à de la frugalité. Elle est extrêmement importante. On ne refait pas chacun son nid, on ne refait pas chacun ce. On travaille ensemble pour arriver à cette frugalité qui est fondamentale dans l'évolution de notre société. Et dernier point, il faut penser l'avenir. Si on ne pense pas, on avance dans le brouillard. Et pour penser l'avenir, il faut le créer, le we create. Et pour penser l'avenir, le moteur, la référence, c'est l'éthique, qui va nous amener à cette fameuse société des Lumières. Donc du coup, à partir de cette matrice que l'on peut utiliser, qui est en open source, on peut dériver des propositions. Je ne vais pas toutes vous les détailler parce que le temps tourne. Il y a donc des propositions, 5 propositions pour coopérer. L'alliance des entreprises, c'est créer un creuset de coopération, de partage, de lancement d'initiatives. On l'a fait pour l'industrie du futur, on peut en tirer les succès et les échecs pour le faire. C'est un vrai travail, mais c'est à ce prix qu'on va devenir globalement plus fort. Faire émerger la puissance collective, ça je l'ai dit, il faut que les projets, les financements européens, etc., aident au financement de création de ces consortiums. Les Américains n'hésitent pas à financer, non pas de la R&D, comme nous on dit frileusement que de la R&D, non, ils vont beaucoup plus loin. Il faut qu'on puisse le faire. Ces créations de fonds d'entreprise, j'ai travaillé ça avec un ami économiste, je pense qu'il y a là un gisement d'idées pour que lorsque vous êtes dans une entreprise, vous recevez des dividendes, ces dividendes, vous pouvez peut-être en utiliser une partie de façon intelligente à l'intérieur de fonds, à l'intérieur des entreprises, pour aller financer effectivement Parce que ces milliards qui viennent des entreprises, ils viendront soit des Émirats Arabes Unis, soit des entreprises. S'ils viennent de nos entreprises, on aura peut-être un contrôle un peu plus fin, un peu plus fort de tout ça. Et on paiera moins cher ensuite l'utilisation des IA génératives. Il faut effectivement organiser ces défis. J'ai parlé, on l'a fait il y a 20 ans, c'est hyper efficace. Alors il faut se mettre d'accord, il faut avoir envie, mais ensuite quand les labos des publics et des entreprises travaillent ensemble, se revoient régulièrement, avancent sur des solutions, on extrait les solutions beaucoup plus vite. Il faut aider les PME, les ETI à comprendre, à anticiper et ensuite les accompagner dans la mise en œuvre. Et je souligne là le rôle de Pôle, les ESN, les entreprises de services numériques qui ont un rôle à jouer, mais en travaillant avec les financeurs pour offrir des solutions. Parce qu'autrement, ces PME se retrouvent avec qui je travaille, etc., combien ça va me coûter et tout. Il faut qu'on bâtisse ensemble des solutions. Et puis, on va avoir un énorme besoin de compétences. Et aujourd'hui, si chaque université, si chaque école définit ses propres sujets, etc., ça met beaucoup de temps. Il faut donc, là encore, que l'on partage ces besoins, qu'on partage les contenus, la formation, et qu'on les partage, et qu'on imagine un vrai modèle de financement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Chacun y va. C'était la stratégie nationale a développé des financements, des soutiens à des financements, ça a été très bien. À l'IMT et avec Cap Digital, d'ailleurs, des coopérations, on en a profité, mais il faut aller plus vite. Je prends encore 5 minutes. Est-ce que je vais faire appel? C'est bon, ah non. Développer, oui, un espace européen. Je vais m'arrêter un peu parce que la force collective de l'Europe est très forte pour cela, est très, très importante pour ça. Développer un espace souverain, éthique et de confiance. Donc il faut continuer à faire l'AI Act, on en est au début. Il faut continuer à le développer, résoudre un certain nombre de contradictions à l'intérieur.
Il faut éviter qu'on nous fasse de la vente forcée d'IA générative, comme savent le faire nos amis en offrant des suites complètes. Et quand vous prenez l'un, vous prenez aussi l'IA générative. Si on veut que nos IA génératives puissent être utilisées dans un état où actuellement, par exemple le cloud, etc., où ce sont d'autres solutions qui sont en avant, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle du dégroupage. Et l'Europe est capable de le faire. Il faut aussi développer les cadres auditables pour les IA génératives, sur les données, sur les algorithmes d'apprentissage, sur ce qu'on fait des réponses qu'on a obtenues, des prompts et des réponses. Donc là, on a des choses qui sont capitales. Sinon, là, le pillage va se faire et de nos questionnements et des réponses qu'on va utiliser pour. Et travailler sur un label européen de souveraineté, de confiance éthique et responsable, c'est possible, c'est pas facile parce que tous les Européens ne sont pas unis là-dedans. Nos amis américains cisaillent, ils savent faire. Et il faut, sur le problème des contenus, trouver une forme de grammaire des crédits et des usages des contenus. Parce que oui, les contenus vont se mélanger, oui, on va utiliser de plus en plus d'outils. Donc il faut effectivement faire face à cela pour trouver de nouvelles logiques auxquelles Benoît a appelé. Et un point clé, c'est qu'il n'y a pas d'IA sans données. L'État, les collectivités, tous les pouvoirs publics sont assis sur énormément de données, produisent énormément de données. Donc il faut qu'on crée une vraie mission constituante. Laura Le Tourneau a fait un rapport là-dessus qui est extrêmement intéressant pour faire de l'urbanisme des données. Alors quand je dis des données, c'est des modèles, c'est des jumeaux numériques, etc. Donc là, il y a un vrai travail à faire et de voir comment on peut aussi utiliser ces données publiques et les associer à des données privées pour créer des communs de données. 2 minutes. Donc là-dessus, je ne vais pas aller plus parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Il faut donc créer ce cadre de confiance pour la coopération autour des données entre les entreprises. C'est vital. On y travaille et on voit énormément de beaux projets qui ne se font pas, qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'on n'a pas traité. Par exemple, Hack Data Hub, qui est un magnifique projet, s'est arrêté parce qu'on n'a pas traité ce problème de cadre de confiance. Et quand les entreprises n'ont pas confiance, elles ne mettent pas leurs données. Il faut créer des IAG de biens communs autour. Donc, par exemple, je vais prendre un tout petit exemple, mais qui est important, on veut enseigner la philosophie. Si on crée une bonne IAG avec tous les bons textes philosophiques qualifiés, etc., on peut avoir un outil à disposition de nos enseignants qui est extrêmement intéressant. Et ça évitera peut-être de préparer le bac en bachotant sur du contenu de un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça, qui n'est pas vraiment de la philosophie. Et il y a énormément, on peut faire autour d'un bassin versant, on réunit les parties prenantes et on peut faire autour d'une ville créer des IA de biens communs. C'est une forme très profonde de mutualisation. Et puis, je le dis là rapidement, quand un secteur devient important, il faut qu'un jour, il y ait suffisamment d'enseignants et de chercheurs qui soient là pour faire de la formation, de la recherche et pour vulgariser ce sujet. Parce qu'il est très important, la vulgarisation est très importante pour que les gens agissent. Et le DER des DER, alors vous pourrez lire évidemment dans ce rapport les propositions plus détaillées, le pourquoi, le comment les financer, etc. C'est faire de la prospective, penser l'avenir. Donc aujourd'hui, il y a dans le monde, il y a 2 endroits où fondamentalement on pense l'avenir. C'est les États-Unis, c'est la Chine. On a des pensées, des agences qui travaillent. La CIA produit des rapports régulièrement, etc. À la Chine, on dit en 2049, on sera là, etc. On pense l'avenir. Chez nous, on est un peu démunis. Donc il ne faut pas perdre de temps, il faut lancer des missions de prospective de longue durée, spécialisées, en France et travaillant au niveau des réseaux européens, parce qu'on n'a pas tous les mêmes cultures. Et il faut aussi, puisqu'on est sûr que ça va transformer l'éducation. Donc on peut, dans un premier temps, essayer de l'éviter, c'est ce que la première tentation. Et puis après, la tentation de dire, mais ils sont là pour apprendre, donc comment on peut utiliser ces nouveaux outils pour les aider à apprendre. Et donc, il faut effectivement, en France, on a un corps enseignant qui est beaucoup plus motivé qu'on le dit de temps en temps, qui est très motivé. Il y a effectivement des traditions, des cultures, une langue. On peut se lancer d'ores et déjà dans un grand projet pour travailler sur les bases de l'éducation du futur. On a aussi des chercheurs qui s'y intéressent, des chercheurs en informatique, des chercheurs sur les sciences cognitives. Donc il faut se lancer sur ce projet, le préparer. Il ne faut pas se lancer tête baissée.
mais pas attendre que tout cela vienne. Et surtout qu'il y a déjà des universités dans le monde qui sont en train d'y travailler. Et puis, ça c'est le prospectiviste qui parle aussi, il faut travailler sur la métamorphose systémique du monde, éclairée par cette IA des Lumières, parce que notre trajectoire dépend d'énormément de choses qui interagissent. Elle n'est pas pilotable a priori, mais il faut effectivement qu'on acquiert des connaissances là-dessus pour se préparer à contribuer à sa trajectoire. Voilà, donc je vous invite à lire ça dans le rapport, c'est beaucoup plus détaillé, et je vous remercie. Merci beaucoup, Francis. Que c'est riche, beaucoup de choses. Je ne doute pas que ça a dû soulever pas mal d'interrogations dans la salle. On va prendre vos questions. Moi, j'en ai une pour commencer, un peu d'actualité. Je voudrais qu'on revienne sur la question de la régulation. On sait que Ursula von der Leyen va arriver aujourd'hui au sommet sur l'IA, pour l'action sur l'IA, pour annoncer des choses de ce point de vue-là. J'ai l'impression que c'est un des points de tension de cette séquence, avec d'un côté des partisans de moins de régulation pour libérer l'innovation, favoriser la compétitivité, et puis en même temps, on voit bien que la régulation européenne, c'est aussi un levier de souveraineté numérique, et tu l'as dit, la souveraineté est un des axes clés du rapport. Donc ma question, en fin de compte, est assez simple. Quelle est la place de la régulation dans le concept d'IA des Lumières que tu poses aujourd'hui ? C'est la place de la vie en société. Donc une vie en société, ça repose sur de la régulation, quelque part, de différentes natures. L'Europe, et d'ailleurs notre Breton a beaucoup travaillé sur la régulation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est plus dans la... Aujourd'hui, c'est pas parce qu'il se faisait bisbille avec von der Leyen, il n'est plus parce qu'il s'est fait virer sous pression, il faut le dire. Donc il y a eu un travail énorme fait sur la régulation des données. Donc ça c'est important, c'est une première chose à mettre au crédit de l'Europe. Il n'y en a pas tant que ça, donc il faut bien reconnaître ce qui a été fait. La deuxième chose, ils sont intéressés à l'IA, les AI, avec au départ en ratant, mais ça comme tout le monde, les IA génératives depuis... et ils font de la régulation qui est extrêmement importante, c'est dire attention, quels sont les dangers. C'est important de prendre les domaines critiques, pas critiques, etc. Mais ils n'ont pas aujourd'hui le pouvoir de faire beaucoup plus. Parce que pour faire de la régulation, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut faire. Donc on a une situation illusoire en disant l'Europe, nous, on est capable de réguler, et que nous disent actuellement que nous disent les États-Unis. Ils sont en train de tester. Êtes-vous légitime pour réguler? C'est nous qui faisons l'IA. Pourquoi est-ce que c'est vous qui régulez? Ou pire, si vous régulez, est-ce que vous êtes en capacité de faire respecter votre régulation? Donc il faut comprendre aujourd'hui tout ce qui se passe avec Musk et compagnie. Ils sont en train de tester ça parce qu'ils se disent que c'est un bien grand pouvoir donné à l'Europe pour un domaine sur lequel ils contribuent peu. Donc c'est cette logique de la souveraineté. On ne peut pas être souverain si on n'est pas en capacité de faire et de décider. Donc l'Europe, pour ce qui est sur capacité, fait, et c'est très bien, il faut l'encourager. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas trop mettre en scène cette histoire initiative, précaution, etc. Il faut effectivement mettre de la responsabilité dans l'innovation, c'est ce que j'ai dit, mais il faut être capable d'expérimenter, de suivre, parce qu'autrement, on anticipe, et moi ce que je constate, c'est que quand dans une technologie, il y a ceux qui voient les iréniques, qui voient tout ça, ça va transformer le monde, ça va lui apporter. Il y a ceux qui sont contre. Si on suit ceux qui sont contre, ce qui se produit, c'est toujours ce dont ils ont peur, quelque part. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je ne doute pas qu'il y en a. Et je vous invite à vous présenter avant de poser votre question. Merci Francis. Vincent Puig de l'IRI Centre Pompidou. D'abord bravo et puis merci de relancer cette dynamique coopérative en insistant sur les dimensions de la contribution. Bon, tu sais que c'est au cœur des travaux qu'on avait menés avec Bernard Stiegler et avec toi d'ailleurs. En 2007, on avait démarré les entretiens du nouveau monde industriel sur ce sujet. Alors, une remarque d'abord fondamentale, c'est que je pense que c'est vraiment bien que tu sois parti de cette question des Lumières. D'abord parce que c'est une question philosophique et qu'on traite, nous, à partir de Kant, mais aussi par Simondon et Stiegler, que tu as finalement cité à travers les principes d'individuation et de transindividuation. Je pense que ça, c'est fondamental sur les plans des bases épistémologiques. Mais pour être très concret, je pense qu'on a intérêt à construire avec CAP des écosystèmes alliant, et je parle vraiment d'alliance, de
des communautés de contributeurs et des IA génératives. Nous, c'est ce qu'on appelle la contribution naturelle alliée à la synthèse artificielle. Tu as là le titre des prochains entretiens du Nouveau Monde industriel en décembre. Donc, contribution naturelle, qu'est-ce que ça veut dire? On voit comment Wikipédia est menacé aujourd'hui. Wikipédia, pour nous, c'est une richesse fondamentale. C'est ça, l'économie de la contribution. Et Wikipédia entretient largement la manière dont fonctionnent les IA, apporte énormément de contenus qui sont indispensables. Donc, ça veut dire qu'il y a une question de préservation de ces espaces de contribution, mais peut-être aussi de trouver des modèles économiques. Donc là, je pense que tu as bien fait de souligner que les acteurs, en termes d'innovation sociale et économique, sont aussi très importants. Et dans la communauté CAP, il y a plein de monde qui pourrait travailler sur inventer des modèles économiques. Bon, nous, on a toujours poussé pour le revenu contributif, qui est finalement un revenu attribué aux contributeurs pour reconnaître que les données qu'ils apportent, sur le plan local aussi, parce que ces écosystèmes peuvent être locaux. Donc là aussi, j'aimerais t'interroger un peu sur ta vision des territoires, parce que finalement, c'est un mot que tu n'as pas forcément prononcé, mais il est peut-être dans ton rapport. Mais tu vois, penser ces écosystèmes aussi sur le plan territorial, c'est ce qu'on fait avec la monnaie locale à pleine commune et avec le système donc, de rémunération des contributeurs à travers cette monnaie locale. Local, les urbanismes de données, je ne l'imagine pas au niveau national, je l'imagine à tous les niveaux. Et l'alliance pour l'IA, je ne l'imagine pas au niveau national, je l'imagine aussi à tous les niveaux, c'est clair. Je pense que tu mets le doigt sur un point essentiel, c'est-à-dire que dans cette société de coopération, il y a une partie de coopération qui correspond à la volonté de partager et la volonté de construire ensemble. Mais il faut ensuite des modèles pour rendre ces choses viables, économiques, etc. Et là, il y a beaucoup à travailler. L'open source a été une idée géniale, et toujours une idée géniale, mais avec la faiblesse que dans l'open source, je suis engagé à rien. Donc si je suis engagé à rien, je mets un peu par exemple, et je peux récolter beaucoup, parce que je peux récolter autant que je veux. Donc ça, c'est un mode qui a son efficacité, et donc nous, on travaille à imaginer d'autres modes où les gens se mettent ensemble, s'engagent à produire, créer des conditions de confiance et créer des conditions de répartition de la valeur. Donc il faut à la fois la puissance de l'engagement individuel, l'engagement des entreprises, le bénévolat, tout, et puis en même temps les règles qui vont faire de tout cela un système de production équilibré et durable, quoi. Donc je participerai volontiers à ces travaux au mois de décembre. Une question au fond de la salle, monsieur. Oui. Bonjour, Christophe Perrault, je suis bénévole chez la Fondation Mozilla. Est-ce que vous avez vu l'appel de Mozilla justement pour une IA transparente, éthique et open source? Merci. Je ne l'ai pas vu, mais je suis sûr qu'il devait exister, parce que Mozilla est Mozilla. Donc il faut effectivement... Il y a aussi, on a une richesse aujourd'hui qui est en train de se faire, et pas uniquement la richesse médiatique, il y a une richesse de réflexion, d'évolution, et là encore, il va falloir trouver les moyens de l'organiser. C'est pour ça que des alliances, par exemple, sont les moyens de traduire toute cette richesse en initiative, quoi. Bonjour, Gilles Béraud, Fondation des Transitions. Ce que je trouve hyper intéressant dans les Lumières, c'est que ça apporte une dimension très très large et sociétale. Mais quand il y a eu Gutenberg qui a inventé une technologie qui a tout changé, on a parlé du siècle des Lumières. Un siècle, c'est assez long. Et comment on peut justement intégrer, notamment dans une semaine quand même, on parle de dollars, de puissance de calcul, etc., une approche qui intègre une dimension beaucoup plus large. Tu parles d'éducation, tu parles de tout ça. Pour l'instant, on n'a jamais su faire, même sans parler de siècle, déjà parler en décennies. Et là, on a l'impression qu'on va peut-être parler de la semaine des Lumières, voire du mois des Lumières. Comment on vit ça, quoi? Bon, d'abord, les constantes de temps évoluent. Quand je voulais aller voir mon copain en Hollande venant de Paris, il fallait que je voyage en quelques jours pour faire ça. Là, on a des phénomènes d'accélération. Donc nous, on n'a pas eu de siècle des Lumières parce que c'est allé trop vite. Non seulement c'est allé vite, mais en plus, on a eu en même temps à traiter les problèmes écologiques d'évolution, de survie de la Terre. Donc tout ça se télescope quelque part. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre ce temps, alors qu'on est dans les rapides. Il faut prendre ce temps de réfléchir quand on sera moins dans les rapides et comment naviguer pour ça. Bon, donc ça, c'est pas quelque chose de simple à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que si on commence pas, et ça passe quand même par
La différence, c'est qu'à cette époque, qui créait les Lumières? C'était des nobles ou des amateurs, comme dirait Stiegler, Bernard Stiegler, des hommes qui travaillaient sur le sujet. Aujourd'hui, il faut que beaucoup de monde travaille et beaucoup de monde s'organise. Donc c'est ça notre difficulté, c'est qu'on est monté en complexité. Néanmoins, quand on regarde, si on veut bien écouter, non pas uniquement l'écume des choses, l'écume médiatique parfois, je suis désolé pour les médias, ils ne font pas que de l'écume, heureusement, mais il y a beaucoup d'écume sur l'IA. On le fantasme, on met en avant les peurs, on met en avant tout ça. Si on veut bien écouter ce que pensent les gens, prendre en compte l'idée que oui, quand même, qu'est-ce que ça va vraiment nous apporter? Si on regarde dans les entreprises, il se passe des choses extrêmement intéressantes, parce que dans le premier temps, il y en a qui ont dit, allez, on met ChatGPT pour tout le monde. Puis les gens leur ont dit, les personnels ont dit, oui, et so what? Bon, à part quelques mails mieux rédigés, etc. et tout. Donc, ils se mettent dans la réflexion de dire, est-ce qu'il faut que j'investisse très vite? Est-ce qu'il faut que je prenne le temps de comprendre? Tout ça vont nous apporter quelque part des constantes de temps liées à la réalité des problèmes qu'on veut résoudre, qui ne se résolvent pas comme ça, en disant je vais utiliser de l'IA, je vais introduire de l'IA. Et en plus, c'est de l'humain. Donc il y aura des résistances qui peuvent être des bonnes résistances ou des mauvaises résistances. Mauvaise résistance, parce que de temps en temps, le changement ça perd, mais des bonnes résistances grâce auxquelles on va pouvoir avoir une meilleure utilisation de tout ça. Voilà. Donc ce n'est pas une vraie réponse complète, mais ce sont des éléments. Bonjour Francis, Eddy, ingénieur de l'IMT, donc je connais très bien. J'ai eu la chance de travailler sur le premier référentiel mondial en fait sur l'IA frugale qu'on vient de sortir avec l'AFNOR et le ministère de la Transition écologique. J'avais deux sujets à proposer, à partager. Est-ce que dans l'étude, vous avez eu l'occasion de travailler sur le cycle de vie de l'IA? Parce que typiquement, dans le référentiel général de l'IA frugale, on s'est imposé cette contrainte opérationnelle de le mettre en perspective pour le rendre plus activable. Et le deuxième sujet, qui là est plus une partie prospective, on voit bien que les technologies accélèrent, et finalement, chaque génération maintenant rencontre une nouvelle technologie. Donc là, il va y avoir les IA natives, mais qu'est-ce qui va se passer derrière? Et comment l'anticiper, comment le prévoir? Je pense que sur la frugalité, c'est un point important. Il faut le regarder non pas avec un seul œil, mais avec deux yeux. Donc il y a un œil qui dit attention, ça consomme, ça consomme. C'est pour ça que je dis qu'il faut arrêter l'irresponsabilité de très très grosse. Et ça commence à se faire parce que nos amis GAFAM sont très intelligents. À la fois ils nous montrent ces grosses IA, la course, puis à la fois ils préparent les choses. Et c'est bien, ils vont y contribuer. Et à la fois, il faut regarder que l'utilisation du numérique et de l'IA peut être aussi apporter un certain nombre d'économies d'énergie et de matériaux, de façon beaucoup plus diffuse d'ailleurs, ce qui n'est pas toujours facile à équilibrer. Donc je dis, arrêtez de dire, comme j'ai vu certaines publications récentes, voilà, le numérique c'est l'ennemi, etc., etc. Parce que ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas avoir une bonne vision en profondeur des choses. Pour la suite, donc la frugalité, c'est un point important, je dirais presque la parcimonie, comme on dit en sciences. Je vois Henri là qui était un fanat de la parcimonie. Donc ça veut dire faire des choses qui soient à la fois qui économisent les ressources, qui soient compréhensibles par les gens, c'est important. Pour la suite, moi je me dis, c'est quoi, où nous mène le monde numérique? On va avoir un problème de barycentre entre la vie physique intermédiaire et le virtuel. Donc comment est-ce que l'on va avancer dans tout cela sans se perdre? Comment le barycentre va évoluer? Et c'est pas parce que Meta a renoncé au métavers que les métavers ne vont pas arriver. Donc il faut aussi y arriver. Et c'est très important aussi dans l'éducation. Parce que on voit bien quand nos mômes se perdent éventuellement, pas les miens, se perdent éventuellement dans les jeux vidéo, etc. C'est d'abord pour fuir la réalité parce qu'elle est trop puissante, mais il y a des risques énormes là-dessus. Donc il faut aussi travailler patiemment là-dessus, y compris dans l'éducation. Merci. Une dernière question? Oui, merci Francis. Donc Vincent Charvilla de l'Institut Mintelecom. J'ai beaucoup aimé, bien sûr, le récit et puis la trajectoire que tu as suivie entre données, intelligence artificielle générative et puis donc ancrée dans le monde numérique qui inspire ce lieu. Je voulais te poser la question de l'après. Tu parlais de la vie physique. Penses-tu qu'une ingénierie de demain
pourrait être de manière plus générale générative? Est-ce que n'aurait, au-delà de l'intelligence artificielle qui génère voilà, des textes, Benoît parlait de contenu, demain, est-ce qu'on va pouvoir avoir ce cycle qui consistera à revenir dans le domaine physique, générer des objets, générer des systèmes, générer des choses tangibles, générer des entités biologiques. Est-ce qu'on peut parler un jour d'ingénierie générative et auquel cas s'abstraire des données, revenir aux objets et envisager une nouvelle révolution industrielle? Bon, plusieurs choses. Je pense que il n'y a pas d'obstacle au développement de l'intelligence humaine. Il n'y a pas de limite. Donc il n'y a pas de limite à ce que cette intelligence humaine puisse développer de l'intelligence artificielle il y aura toujours des données pour l'entraîner, mais qui, quelque part, crée des objets physiques, hein, ou qui apprend des objets physiques. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a jamais d'obstacle a priori. C'est donc ma grosse différence. Les IA fortes, moi, ça ne me fait pas peur parce que ça n'arrivera jamais, mais par contre, on progresse. Hein. Et donc, j'ai rencontré des chercheurs, un chercheur de l'INRIA à Bordeaux qui dit tiens, ce serait intéressant de mettre de l'IA en interaction avec des actions physiques pour voir comment elle apprend. Tout comme on peut mettre des IA en interaction avec d'autres IA pour voir comment elles apprennent. Donc, je pense que l'on peut effectivement continuer de mélanger le numérique, l'ingénierie, le numérique, la réalisation d'objets. J'en suis persuadé. Il faudra voir si c'est utile. Il y a toujours cette chose-là. Et je suis en train de perdre la deuxième partie de ta question. On va aller dans la révolution industrielle d'après, parce que si on génère des objets, si on génère des systèmes biologiques, oui. Alors peut-être... moi, je pense que la révolution industrielle d'après, et d'ailleurs, il y a eu à l'Institut Mines-Télécom une journée organisée avec les étudiants il y a peut-être 2 ans, qui était passionnante, parce que devant ce problème de fond qui est comment faire vivre 10 milliards d'habitants sur notre planète, avec tous les inconvénients que ça suppose, il faut effectivement, c'est pour ça que j'aime pas quand on nous met, on dit les technosolutionnistes, c'est presque une injure aujourd'hui. En fait, il faut inventer ces nouvelles technologies qui seront régénératives, qui consommeront moins, etc. L'inspiration du vivant est importante. Donc moi, je crois beaucoup plus qu'il y a quelque part une ingénierie industrielle telle sur les bases sur lesquelles on est aujourd'hui, qui continue à devenir de plus en plus lent, de plus en plus fort, et hop, j'appuie sur un bouton, mon usine Siemens se reconfigure, etc. Je crois beaucoup plus qu'il faut aller vers des technologies qui soient en même temps des solutions à nos problèmes écologiques, hein, qui soient effectivement frugales, etc. Donc moi, j'espère beaucoup plus dans ce développement-là que d'une optimisation. On peut continuer de progresser, mais qu'il y a une optimisation de nos technologies industrielles qui sont déjà fantastiques. Hein. Moi, je réfléchissais hier que ce qui se passe dans une usine, ce que nous ont fait les mécaniciens dans une usine pour développer, c'est fantastique, c'est de l'intelligence mécanique fantastique. Hein. Donc, pour moi, chercher d'autres solutions aux problèmes auxquels l'espèce humaine est confrontée, quoi. Et dans la sphère du tangible, je vous invite à vous intéresser aussi aux usages dont on parle peu de l'IA générative dans la fabrication de matériaux de synthèse. Il y a des progrès absolument phénoménaux et des possibilités ouvertes par l'usage des IAG pour la création de nouveaux matériaux qui est incroyable. Une petite dernière, tu as assisté à l'intervention d'Étienne Klein, qui disait attention, les données sont une source d'inspiration, de créativité. Mais si on avait cru les données, Newton n'aurait pas découvert ses lois, il y a un tas de choses qui ne seraient jamais faites, hein, parce que les données peuvent être trompeuses. Donner sans conscience peut amener à tout et n'importe quoi. Hein. Et ça, il faut le regarder aussi dans notre sphère administrative, l'évaluation par les données. Si on ne comprend pas les phénomènes qu'on évalue, hein, eh bien, c'est comme mettre des milliards. Si on ne sait pas ce qu'on va en faire et comment ça va faire, on peut pas avancer. Donc il faut faire attention. Les données, c'est un élément, c'est une production, c'est une richesse, mais ça ne s'utilise pas n'importe comment, quoi. Merci beaucoup, Francis. Je propose qu'on passe à la conclusion. On a pris quelques minutes de retard. Merci, Samia.
Moi, il y a une métaphore que tu utilises, Francis, dans la conclusion du rapport qui me plaît beaucoup. Tu dis que, tu l'as dit d'ailleurs, hein, tu l'as reprise tout à l'heure, dans le domaine de l'IA, on a l'impression d'avancer dans les rapides et on ne regarde pas suffisamment à l'horizon. Avec ce rapport, tu nous aides à voir beaucoup plus loin, à lever la tête, à regarder l'horizon. Mais notre rôle à nous, c'est aussi de ramer, de sortir les pagaies et d'avancer correctement dans ces rapides. Et c'est ce qu'on voulait faire un petit peu en conclusion avec Carlos, notre délégué général, pour nous donner quelques pistes sur la façon dont on va pouvoir s'appuyer sur toute la richesse de ce rapport pour essayer de mettre en place des actions concrètes, de créer les alliances dont tu as parlé, de créer les fabriques de l'innovation pour l'IA des Lumières. Quelle responsabilité. Passer après Francis déjà. En tout cas, merci Francis pour ce travail colossal. Merci mille fois. Et petite anecdote, on devait être en novembre 2004, je crois. On s'est rencontrés la première fois, on est allés manger ensemble et au bout de 10 minutes, on a dit on va créer Cap Digital. Alors on n'était pas tout seul, Henri Verdier nous a rejoint, Serge Vida et d'autres, derrière une idée qui était très forte et qui nous a vraiment rassemblés, c'est produire de la connaissance. Alors le numérique, on disait déjà à l'époque, ça va tellement vite, on parlait de vie numérique à l'époque. Donc il faut vraiment collectivement produire de la connaissance et puis il faut créer de la confiance autour de cette économie du numérique. Bah, finalement, 20 ans après, ça n'a pas vraiment changé. Alors on est toujours là et merci à toi pour ta contribution. On reste convaincu à Cap Digital, vous le savez, on est une association là 1901, on essaie d'être assez représentatif de toute la chaîne des acteurs qui sont concernés par les sujets du numérique, de réfléchir collectivement et mettre un peu de bon sens à tout ça. Alors je vais vous donner un exemple concret, vous l'avez vu, moi ça m'était jamais arrivé, mais par Twitter maintenant, on propose 100 milliards pour acheter une entreprise, et puis il y en a un autre qui répond dans la minute, qui dit non merci, par contre je te rachète Twitter pour 9 milliards. Bon, moi les milliards, franchement, je m'y perds un peu. Et surtout, ce que je dis, c'est qu'a priori, l'IA, ça coûte quand même très très cher. On est tous d'accord là-dessus. Et ça va vite, pour pas dire très très vite. Et donc, du coup, à Cap Digital, nous, on pense que comme on n'a pas les milliards, il va falloir le faire collectivement. Et on revient à la genèse même de notre pôle de compétitivité. L'IA des Lumières, pour moi, c'est une IA par tous et pour tous. Donc il faut vraiment qu'on reste sur cette ligne-là. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'à connaissance et à confiance, il faut rajouter un autre terme qui est celui de notre liberté. Et la liberté, c'est aussi une liberté qui passe évidemment par une filière économique, industrielle, qui soit extrêmement performante. On a parlé de souveraineté, mais c'est plus que ça. C'est aussi des sujets qui ont été abordés aujourd'hui, mais pas vraiment ces derniers jours, qui est celui de l'emploi et de la formation, je vais y revenir. On n'a pas évoqué notamment les services publics, qui est quand même un sujet important, auquel les Français sont quand même très attachés. Et puis, évidemment, sur nos métiers, c'est l'innovation. Et puis, je vais quand même essayer de parler aussi d'un petit peu d'open source et d'open share. On est passé assez vite là-dessus ce matin, mais c'est à lire dans le rapport donc, de Francis. Alors, en quelques mots, puisqu'on se propose d'agir, d'abord, on va le faire au sein de notre association et puis on va le faire au travers différentes alliances qu'on souhaite monter. Mais quand même, le point de départ pour nous, c'est de dire il y a quand même beaucoup d'argent public déjà qui est mis sur ces sujets-là. Très sincèrement, quand on compare un peu ce qui se passe dans d'autres pays, on n'est jamais content, parce qu'on est français, donc on dit qu'il n'y en a jamais assez. Mais il y en a déjà beaucoup, en tout cas c'est mon avis, et il faut sans doute un peu plus d'argent privé. Alors il existe ici ou là, mais il faut de l'argent privé partout et pour tout le monde. Donc comment s'y prendre, comment travailler là-dessus, c'est là aussi une de nos lignes de réflexion. Alors, quand je dis réflexion, c'est que ce rapport va nous servir au sein de la gouvernance de Cap Digital de travailler notre plan d'action à venir. Il y a énormément de matière, il y a énormément d'inspiration. On commence à avoir évidemment quelques idées que je vais essayer de vous partager de manière très simple et assez synthétique. Le premier point, c'est l'innovation. Donc c'est quand même un peu l'objet même de notre association. On veut évidemment de l'innovation autour de l'IA, notamment on veut une IA au juste besoin, ça a été évoqué. On veut aussi renforcer
le transfert de technologie entre nos centres de recherche, et on a la chance d'avoir à peu près tous les centres de recherche publics qui travaillent aujourd'hui dans l'IA, qui sont membres de Cap Digital. Donc la relation entre les centres de recherche et l'industrie, c'est important. Donc je reviens à cette idée, plus d'argent privé, comment sans doute travailler des modèles qui aujourd'hui n'existent pas ou pas suffisamment et qui permettent beaucoup plus de co-investissement, j'ai envie de dire, entre le privé et le public sur ce sujet-là. Deuxième sujet que j'ai aussi déjà rapidement abordé, l'open source, l'open share. Je me permets de reprendre les terminologies donc évoquées par Francis dans son rapport. Ça répond à l'objet que j'évoquais tout à l'heure, qui est une IA aussi accessible à tous. Voilà. On n'est pas tous à la tête d'entreprises qui savent gérer ou acheter d'autres entreprises à coût de milliards. Quand on est dans une entreprise, on a le souci vraiment de son efficience, évidemment, le souci de sa marge. Et donc ça suppose de bien comprendre et de bien intégrer l'IA dans ces processus, ça a été évoqué tout à l'heure. Donc ça touche la question de la confiance, ça touche la question aussi d'une innovation qui est accessible à tous. Et on a soutenu et on continue à soutenir toutes les démarches d'open source de type l'OpenLLM France qui a été attaqué, à mon avis, un peu trop rapidement, et je pense que ceux qui l'ont fait vont s'en mordre les doigts dans quelques temps, mais que ce soit l'OpenLLM France ou d'autres initiatives de ce type-là, à Cap Digital, on soutiendra toujours cette démarche-là. Et puis, il y a un point qui a été évoqué qui est extrêmement important, qui, à mon avis, est d'ailleurs le plus important. Francis a évoqué ce qu'il appelle les communs, mais sur la création de valeur et non pas sur la valeur. Et là, c'est un grand chantier donc, sur lequel on veut travailler. Alors, on échange déjà avec les ministres qui sont concernés. On essaie de discuter, de réfléchir à ces modèles-là qui passeront forcément par des alliances, sans doute peut-être même par des investissements communs. Et derrière, ça supposera qu'il y ait aussi une animation qui soit confiée à des entités tierces qui pourraient être Cap Digital ou d'autres entités. Je reviendrai d'ailleurs sur ce point. Je ne peux pas ne pas l'aborder ce matin puisque vous avez entendu parler d'une centaine de milliards en à peu près 48 heures. Et je ne sais combien de centres de calcul haute densité donc en France. En fait, il y en a un. Charles Lieu, notre président, le connaît très bien, c'est celui d'Éclairion et non pas celui de Mistral, même si c'est Mistral qui exploitera donc le centre de calcul de Bruyères-le-Châtel. On a beaucoup travaillé sur ce dossier et on est très fiers puisqu'on va assumer un programme qui est associé donc à cette infrastructure qui va aider les entreprises, plutôt les startups évidemment d'IA, à monter en compétences, à se renforcer en accédant à de l'expertise, en accédant à de la puissance de calcul et en accédant aussi à l'accompagnement de Cap Digital sur des financements non dilutifs. C'est lancé au second semestre 2025, c'est du concret. Donc Benoît disait il faut agir, première action concrète donc, pour les startups de l'IA françaises et européennes. Je viens sur un autre point qui n'a absolument pas été évoqué, c'est un peu normal ces derniers jours, mais quand même il faut le souligner, et Francis l'a évoqué à juste titre. Pour nous, il n'y a pas d'innovation sans progrès social, donc ça pose quand même la question de l'emploi et de la formation. Alors j'en profite pour remercier l'Institut Mines-Télécom avec qui on travaille notamment sur les campus des métiers d'avenir. Mais on pense à Cap Digital qu'il faut aller encore plus loin, encore plus haut sur ce sujet-là. On n'est pas à l'échelle. Donc ce sont de très très bonnes initiatives, très rapidement. L'idée, c'est de créer des référentiels sur les nouveaux métiers, c'est de travailler les contenus, à faciliter l'accès de manière massifiée donc, à ces contenus de formation. Alors chez Cap Digital, on est très concentré sur la formation professionnelle et continue, comme vous pouvez l'imaginer. Donc une source de compétitivité pour les entreprises qu'on veut servir. Et donc on veille à ce qu'il y ait bien une adéquation entre ce qu'on pense être les besoins et puis les entreprises et surtout les salariés des entreprises qui sont concernés par ces évolutions donc, de métiers. Là, quand on parle d'IA, très sincèrement, je pense qu'on n'est pas encore à l'échelle. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Alors, je ne sais pas si on appellera ça un plan Marshall ou autre chose. Mais en tout cas, à Cap Digital, on est prêt à travailler, à œuvrer collectivement, encore une fois, sur ces sujets-là. Alors je pourrais parler de plein d'autres sujets, mais il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, parce que alors, pour le coup, celui-ci n'a absolument pas été traité depuis maintenant quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, c'est quand même le service public. Le service public, évidemment, on le souhaite tous pérenne, mais là, il y a un sujet quand même. Parce que pour qu'il soit moderne, efficient et de confiance, il y a encore énormément de choses à faire. Donc qui s'en soucie ? Comment on va le travailler ?
On va encore demander aux collectivités territoriales de se débrouiller avec, vous le savez, très peu d'argent, en réalité, pas suffisamment d'expertise. Et donc nous, à Cap Digital, sur ce sujet-là, on est prêt à travailler sur des plans d'acculturation dans un premier temps et sur des programmes de transformation, vraiment. Donc le mot d'ordre là-dessus, c'est recherche d'efficience, parce que évidemment, nos collectivités territoriales cherchent vraiment à des économies dans leurs dépenses, mais de la confiance aussi. Parce que dès qu'on parle d'IA et qu'on parle de citoyens, a été évoqué notamment l'enjeu démocratique, mais pas que, on a besoin quand même de se soucier du citoyen et de la citoyenne qui comprennent bien là où il y a de la confiance, là où il n'y en a pas, et ensuite qu'ils fassent des choix. Moi je dis toujours à Cap Digital, on repartira sans doute en fin de matinée avec plein d'idées, on aura peut-être d'ailleurs des avis très différents les uns les autres, mais on aura au moins eu le mérite de partager un petit peu de connaissances collectivement. Sur le service public, je pense qu'il y a un vrai sujet. Alors, pas les seuls à l'imaginer et à vouloir travailler dessus, mais là encore, Cap Digital ne veut pas être absent de ce sujet-là. Tout ça en lien, évidemment, avec quand même le moteur que nous sommes, moteur d'innovation au service de la compétitivité des entreprises, de la filière, en l'occurrence là, de l'infrastructure IA, jusqu'aux usages de l'IA, donc française et européenne. Voilà. Je ne vais pas être trop long parce qu'il y a encore énormément de travail à faire, vous l'avez bien compris. On veut le faire dans l'esprit de la genèse même de notre association. On fêtera nos 20 ans en fin d'année. Vous êtes évidemment toutes et tous les bienvenus, contributeurs. J'ai retenu quelques idées au travers de vos différentes questions. Donc suivez-nous, on sera au rendez-vous. N'en doutez pas, y a l'énergie qu'il faut, la preuve, 20 ans après, il y en a encore qui sont là et qui ont envie de donner. Donc c'est vraiment un signe de vitalité. Et puis voilà, vive la France, comme on dit. Merci beaucoup. On sera au rendez-vous de l'IA des Lumières et ils ont été nombreux à l'être dès le début. Je voudrais qu'on prenne un temps pour remercier évidemment Francis, vous pouvez l'applaudir à nouveau. Mais aussi tous ceux au sein de la gouvernance de Cap Digital qui ont participé à l'élaboration de ce rapport, Benoît Maujean, Emmanuel Olivier Paul. Je voudrais également saluer Éric Fleury de l'INRIA, Frédéric Havard et bien d'autres. Et puis au sein de l'équipe, un grand bravo à Caroline Martin qui est en régie. Véronique, notre graphiste qui signe les magnifiques illustrations, tout le travail de mise en page de maquettes. Florence qui est avec nous, je crois encore, qui est juste au fond, merci, qui a apporté un très bon travail de relecture, réécriture et finalisation du rapport. Bastien, Perrine, Pierre-Alexis qui était en régie aujourd'hui. Et merci à vous, merci à toutes, merci à tous d'avoir été là pour le lancement. Je vous propose de rester avec nous pour ceux qui peuvent. On peut continuer les échanges autour de quelques viennoiseries. Merci beaucoup. Bastien, tu peux nous prendre en photo, s'il te plaît? Merci beaucoup. Et je vous remets, si vous ne l'avez pas encore fait, le QR code pour télécharger le rapport.